vous les amateurs de conseils et de bonnes bouteilles, aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène qui, depuis la crise du phylloxéra, dérivait vers une alternative assez médiocre au Grand Chardonnay de Bourgogne et qui aujourd'hui, grâce à une considération assez ambitieuse de la part de certains vignerons, est devenue une option viable, qualitative et économique, la ligotée. Il y a 15 ans, le nombre de domaines qui prêtaient une importance quelconque à ce cépage et qui acceptaient de le travailler avec les mêmes égards ou les mêmes exigences que le chardonnay pouvait se compter sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, ils sont des dizaines et ils ont même leur propre salon, les aligoteurs. Au-delà de mes observations habituelles dans le vignoble, ça fait maintenant 3 fois que je participe à ce salon et à chaque édition, mon enthousiasme pour ce cépage ne fait que grandir. En gros, la ligotée, c'est un peu comme le chardonnay. Il n'y a pas d'accident. Les bons sont faits par les gens qui veulent faire bon. Et pour faire bon, il n'y a pas de secret. Petit rendement. Petit rendement. Petit rendement. Alors bien sûr, certains vieux vignerons de Meursault vont vous dire que la ligotée du petit SA, avec sa taille ultra courte, ses 2 coursons, ses 2 rameaux, ses rendements minuscules et ses choix de génétique de taré, ça goûte plus comme un Meursault que comme un aligoté. Mais c'est là que tu as envie de leur dire « mais j'aimerais bien en dire autant de votre chardonnay ». Il y a aussi ceux qui diront que c'est normal que Ponceau sorte une grande bouteille dans les monts Lisans sur des vignes plus que centenaires et dont les rendements dépassent rarement les 36 hecto-hectares. Certes, mais pour autant, est-ce que vous retrouvez ce même sens de lieu, de densité, d'équilibre dans tous les vins qui sont issus de pinots plantés juste en dessous, dans le clos de la Roche? Je pense pas. Ça montre bien qu'au-delà de l'aspect variétal, pour ne pas dire végétal, avec cette acidité qui te déchaussait les dents qu'on tolérait jadis en faisant pisser la vigne pour y ajouter de la crème de cassis, la ligotée est un cépage qui, lorsqu'il est cultivé sous des rendements judicieux, ramassé à pleine maturité, vinifié, élevé sur ses lits dans des pièces de belle qualité, peut également être un révélateur du lieu dont il est issu. Plus important encore, il peut être délicieux à boire seul, sans crème de cassis, et en bonne compagnie. Alors on va pas se mentir, à part quelques très rares exceptions, la valorisation du travail qui est effectué sur une excellente bouteille d'aligoté n'atteindra jamais celle obtenue sur une bouteille de chardonnay. Non seulement c'est un cépage qui malheureusement continue de traîner d'anciennes casseroles auprès des consommateurs, c'est également une option de trésorerie facile pour pas mal de vignerons aux grandes cuves. Sa vigne possédera toujours une vigueur plus importante que celle du chardonnay et le potentiel d'une vendange abondante, avec bien entendu l'attrait économique qui en découle, détermineront toujours l'ambition avec laquelle les vins de ce cépage seront élaborés. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, alors ici on est dans les vignes du domaine Buisson-Charles, dans le lieu-dit sous le chemin, qui est à Meursault. Donc c'est un joli terroir d'aligoté, plutôt sur gravier, et même s'il est en plaine, c'est un sol qui ressuie très vite, où on n'a pas de mouille. Et je pense que c'est assez important sur la ligotée de ne pas le mettre dans des terroirs où il y a trop d'eau, si on veut faire de petits rendements. Donc il faut savoir que ce cépage est génétiquement assez productif, mais surtout lorsqu'il est taillé assez long. Si on le taille assez court, la ligotée va en fait te donner moins de raisins. Déjà parce qu'il y a moins de rameaux, mais en plus de ça, sur les rameaux, il y a moins de raisins que sur une taille longue. Donc nous, c'est ce qu'on a observé de base, et ensuite on a essayé de tailler différemment pour justement essayer d'avoir de petits rendements et aller chercher la concentration dans le vin, ce qui quand même est ce qui nous anime. Donc si on regarde un cep comme ici qui n'est pas encore ébourgeonné, donc je vais l'ébourgeonner devant vous, l'idée c'est d'avoir en fait 2 flux de sève pour ne pas trop entasser le cep. Donc ici je garde un seul flux, et de l'autre ce sera plus ma partie productive, on va dire. Voilà. Donc en général je laisse 4 rameaux de ce côté-ci. D'accord. Et ensuite on observe tout de suite que plus tu tailles long et plus la ligotée est productive. C'est-à-dire que le tout premier rameau de la base, il y a un seul petit raisin. Oui. Vous voyez ? Bien, oui. Alors que si on prend le 3e rameau seulement, oui, il y a déjà 3 raisins. Et qui sont de plus en plus gros. Okay. Donc là, avec mes 4 rameaux, je vais avoir, bon an mal an, seulement 8 grappes sur le cep, ce qui est très peu. Et en plus de ça, elles seront petites. Ce qui me permettra d'aller chercher les 30 hecto-hectares de rendement, et donc d'aller chercher la concentration, la vinosité, et ce qui surtout va me permettre derrière de pouvoir faire un long élevage de 18 mois sur lit en fût, comme les Meursault,
et d'aller chercher toujours cette matière. Donc le travail qui est fait sur tes aligotés est exactement le même que celui sur J'ai envie de dire même on taille plus court que sur les chardonnays. Parce que si je taillais de cette manière sur les chardonnays, honnêtement je ferais même pas de rendement. J'aurais 2 raisins par cep, ce qui est là vraiment abusé. Mais sur la ligotée, ça va très bien. Donc c'est vraiment de contenir cette vigueur pour aller chercher la densité et la concentration. Exactement. Ce qui au final donne des vins qui sont super intéressants parce que c'est un cépage qui est un petit peu plus tardif. Donc déjà on évite le gel et surtout il est mûr un peu plus tard, donc souvent quand les canicules sont passées. Et en plus de ça il préserve des acidités plus élevées, des pH plus bas, donc un petit peu plus de fraîcheur. Vous comprendrez maintenant pourquoi je souhaite saluer les efforts et cette prise de position qualitative de ceux qui essaient de rendre ces lettres de noblesse à ce cépage typiquement bourguignon, qui, il faut le savoir, jusqu'à la fin du 19e siècle, et les ravages du phylloxéra, côtoyaient tout de même le chardonnay dans les rangs de vignes du Montrachet et des cantons Charlemagne. Parmi les grands aligotés que j'ai eu l'opportunité de déguster récemment, en voici 10 que je vous conseille vivement. D'abord, l'exceptionnel aligoté hors classe de Louis Essa au domaine Buisson-Charles. L'aligoté premier cru, le seul en Bourgogne, des très vieilles vignes de Montluisan d'Alexandre Abel au domaine Ponceau. L'aligoté Le Tilleul, tout en dentelle avec ses notes de fleurs blanches sur des vignes de 1951 de Pablo Chevreau. L'aligoté suave, mûr et sexy du domaine Pavelot à Pernan. L'aligoté très chablisien de la plantation de 1902 d'Alice et Olivier Demour. Très bon. L'aligoté Les Chéniaux d'une vigne centenaire entre Ladois et Corgoloin du domaine Chantrève. L'aligoté structuré avec une grosse mâche phénolique de Guillaume Goiseau. L'aligoté Les Chevrières, super séducteur avec des notes de Mirabelle sur une vigne des années 40 d'Elsa et Cédric Erhardt au domaine du Chancelier. L'aligoté sphérique et presque anachronique sous sa méthode Solera de Jean-Marc Vincent. Sans oublier le Clos du Roi de Sylvain Pataille. Et puis si vous avez des poches profondes et que vous avez la chance de tomber sur un millésime où le grillet de réduction reste discret, alors l'excellent aligoté sous Châtelet de la Louise Leroy au domaine d'Auvenay, qui respire la poudre de calcaire, l'iode, l'hydromel et la fleur d'aubépine. Voilà, c'était mon quart d'heure aligoté. On se retrouve prochainement pour d'autres news du vignoble bourguignon et d'ailleurs. Santé!